Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau décryptage. J'ai l'impression de vous le dire à chaque fois, mais on s'intéresse encore aujourd'hui à une marque que vous êtes beaucoup à me demander d'analyser. Parce que vous savez, je fais ça très au sérieux. Dès que vous me donnez une marque à analyser, j'ai mon petit calepin, je note, et puis ensuite, je mets des petits bâtons en fonction de l'occurrence, quoi. Donc voilà, je fais ça très sérieusement. Le crayon à papier est là pour en témoigner. Ça fait tout de suite plus sérieux. On va parler aujourd'hui de la marque américaine Patagonia. Vous m'en parlez depuis le début de Patagonia, mais c'est un petit peu comme avec le décryptage de Veja, c'est-à-dire que c'est deux marques qui, dès le départ, sont arrivées en disant « Bon ben nous, dès le début, on va faire les choses bien ». Donc vraiment, elles sont arrivées avec un modèle vertueux, en tout cas avec ce message-là. Et puis ensuite, elles ont grandi. Grandi. Veja et Patagonia, c'est deux exemples de marques qui sont arrivées sur le devant de la scène, voilà, avec un message mode éthique et responsable, et qui depuis sont devenus des géants, on peut dire. Des géants modérés, quoi, vous avez compris. Donc je pense que c'est intéressant de faire un focus dessus, déjà pour qu'on voit si leurs actions sont à la hauteur de leur communication, et puis pour qu'on puisse aussi mesurer ce que ça donne d'avoir un positionnement engagé quand on est une aussi grande entreprise. Comment est-ce que ça peut vraiment se traduire dans les faits? Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils sont réellement transparents? Et si oui, quelles sont les limites aujourd'hui des entreprises qui cherchent à faire les choses bien mais qui ont une taille de cette ampleur? Est-ce qu'ils nous enfument tous avec leur discours depuis le début, ou est-ce qu'ils mettent vraiment des actions en face de leurs mots, de leur communication? L'histoire de Patagonia, elle est assez mignonne, donc j'aimerais bien vous la raconter en deux mots. C'est l'histoire de Yvon Chouinard, qui déjà n'a pas trop de chance dans la vie avec un nom de famille pareil, on peut le dire. Il est américain, donc voilà, il ne s'en rend peut-être pas compte. Et Yvon, il adore l'escalade. Sauf que, qu'est-ce qu'il remarque? Que ses mousquetons, ou en tout cas le matériel qu'il utilise pour escalader, franchement, on est sur un mauvais rapport qualité-prix, quoi. Ça coûte cher, c'est pas suffisamment résistant pour lui, donc ça en devient même dangereux. Est-ce que il essaierait pas lui-même, dans son garage, de faire ses propres mousquetons? Donc il fait ses trucs, ça martèle dans son garage jour et nuit, et il revient sur le mur de grimpe avec ses nouveaux mousquetons qu'il s'est fabriqués lui-même, et là tous ses potes lui demandent « Waouh, mais je veux les mêmes !» Donc Yvon se met à dealer un petit peu des mousquetons, et sa réputation faisant, de plus en plus de monde cherche à lui acheter le matériel qu'il fabrique. Voilà comment naît Patagonia au départ. C'est l'histoire de ce fameux Yvon Chouinard qui est donc passionné d'escalade et qui choisit de fabriquer du matériel d'escalade de meilleure qualité, et toujours, ça il insiste dessus depuis le départ, en utilisant des matériaux qu'il va récupérer, avec un impact en tout cas environnemental qui va être déjà limité. On est là au début des années 70, au moment où, avec un associé, il crée Patagonia. Je trouve que se renseigner sur l'histoire de la marque, et notamment sur l'histoire du fondateur, ça peut être intéressant pour cerner quelque part l'essence, la nature de la marque. En fait, vous savez, il y a des marques qui sont créées ex nihilo par des investisseurs, c'est-à-dire, la raison de départ, c'est de faire de l'argent, et des marques de mode, pourquoi pas. Donc l'investisseur arrive, il dit bon, moi j'ai cet argent, avec ça je vais recruter un styliste, un modéliste, et puis on va chercher un atelier pour pouvoir produire, etc. Et est-ce que ça, dans une économie qu'on voudrait juste équitable, est-ce que ça a sa place en fait, comme raison de créer des business, l'argent? Est-ce que c'est... Enfin, c'est une question qui est tout à fait valable, on peut en discuter. Le débat est évidemment ouvert et nuancé, il y aurait des tas de choses à dire, mais est-ce que c'est pas intéressant de saisir ça aussi quand on décrypte une marque? Quelle est la raison pour laquelle le fondateur l'a lancé? Est-ce que c'est pour faire de l'argent, ou est-ce que c'est pour apporter quelque chose? Et je trouve que la question se pose d'autant plus quand on parle de l'industrie de la mode, puisque créer une marque de mode, c'est quand même faire de la création. C'est un moyen de s'exprimer pour le créateur, de créer des vêtements. C'est s'exprimer à travers des matières, à travers des coupes, exprimer un style, exprimer pourquoi pas une forme de libération. Ça peut même être du militantisme, notamment avec ces marques qui vont rajouter des grandes poches dans les vêtements des femmes. Il peut y avoir plein de raisons
de vouloir créer une mode. Et c'est d'ailleurs aussi ça que je réponds de temps en temps quand on me dit oui mais pourquoi soutenir des marques de mode puisqu'il existe déjà tellement de vêtements sur la planète, mais c'est parce qu'en fait on n'arrêtera jamais de créer, l'homo sapiens ne s'arrêtera jamais de créer. N'allez pas demander à un peintre d'arrêter de faire des tableaux. Créer, s'exprimer par un art manuel qui va se concrétiser donc en utilisant des ressources, eh ben ça ne s'arrêtera jamais, je crois, c'est une idée dont je suis fortement persuadée. Mais voilà, comme d'hab, je m'égare, juste pour qu'on garde un petit peu cette question aussi à l'esprit de pourquoi la marque existe en fait, pourquoi est-ce qu'on a décidé de la créer. Allons faire un petit tour sur l'Instagram de Patagonia. Un autre petit tips dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo décryptage, c'est d'aller regarder si le compte de la Fashion Revolution suit la marque. Alors évidemment, si elle ne suit pas la marque en question, ça ne veut pas dire que la marque n'est pas réellement engagée, réellement éthique, puisque il s'en offrait beaucoup, hein, des marques à suivre. C'est une ONG qui se bat depuis 2013 pour construire un modèle de la mode plus vertueux, autant d'un point de vue social qu'environnemental. C'est une association qui fait beaucoup et qui agit à l'échelle de la planète. Et donc, je crois que on peut déjà commencer avec un a priori. Quand on voit que Fashion Revolution suit la marque sur Instagram, ça ne veut pas dire que la marque a une démarche parfaite, mais ça veut dire que la marque a une démarche intéressante. Mais bien sûr, ne laissons jamais personne nous dire ce qu'il faut penser d'une marque ou pas. Encore une fois, moi, mes vidéos décryptage, elles ne sont vraiment pas là pour vous donner mon avis, elles sont là pour qu'on se pose des questions. Vraiment, j'y tiens vraiment. Vous me demandez souvent ce que je pense des applications qui donnent des notes sur les marques, etc. Moi, ce que j'en pense, c'est que ça peut donner peut-être un a priori de départ pour commencer la recherche, mais moi je crois vraiment que notre pouvoir de décider pour nous, il ne faut pas le perdre, il faut au contraire le récupérer parce qu'on nous a un peu appris à être passif dans ce point de vue-là. Je crois que c'est important que chacun, on ait des outils, on ait des clés pour savoir se poser les bonnes questions et pour décider pour soi avec nos prismes à nous, quoi. On a le droit, chaque individu a droit d'être différent de l'autre et de décider différemment et de faire des choix différents. Punaise, aujourd'hui on ne va pas s'en sortir, je fais des digressions pour tout. Si on tape Patagonia chez les abonnements de la Fashion Revolution, on voit qu'ils suivent le compte de chez Patagonia, le compte de Patagonia Australie-Nouvelle-Zélande et le compte Patagonia Manchester. Bon, voilà. Mais allez, allons voir rapidement, hein, parce que sinon on va y passer la journée, le compte Instagram de Patagonia. Ils sont quand même suivis par 4,7 millions de personnes, ce qui est énorme. Et ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que on n'a pas l'impression d'être sur le compte Instagram d'une marque qui vend des choses, puisque il y a beaucoup de photos d'aventure. Donc là, je vois le ski, la montagne, l'eau avec... Qu'est-ce que c'est que cet animal? C'est un gros poisson, dis donc. Donc voilà, là il y a un type avec une bouée sur un gros glaçon. On est vraiment sur un compte d'inspiration, mais du coup on se sent pas du tout là pour le coup appelé à acheter, puisqu'à mon avis certaines personnes sur les photos doivent porter, je suppose, des vêtements Patagonia, mais encore c'est même pas sûr, et c'est même pas tagué, et c'est vraiment pas l'objet du truc. L'objet du compte c'est, je pense, d'inspirer les gens avec des histoires et des photos d'aventure. Si je regarde rapidement les stories à la une, il y en a une qui attire un petit peu mon œil, ça s'appelle Worn Wear, donc ça veut dire les vêtements portés, donc on peut supposer que ça va parler des vêtements dont on ne veut plus ou quelque chose comme ça. Donc en gros ils expliquent qu'ils ont mis en place un système où il faut leur envoyer un mail avec les vêtements Patagonia dont on ne veut plus, qui nous envoie une étiquette prépayée pour leur renvoyer les vêtements, et qu'on obtient ensuite un bon de réduction pour faire des achats chez Patagonia. Bon, ça, vous connaissez un petit peu mon avis sur ce genre de procédé, c'est les procédés qu'utilisent toutes les grandes marques de fast fashion, notamment H&M en tête, qui demandent de ramener des vêtements dont on ne se sert plus pour avoir un bon d'achat pour acheter à nouveau des vêtements neufs. Je trouve que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Après, je comprends bien que ces vêtements-là, ces enseignes, elles vont les réutiliser, elles vont en faire notamment des fibres recyclées, et qu'il faut bien peut-être un incentive, donc quelque chose qui fait ramener les vêtements, que les gens ramènent les vêtements. Mais je sais pas, peut-être qu'on pourrait penser à quelque chose d'un peu moins mercantile, en fait, d'un peu moins
d'un peu moins capitaliste, peut-être, je sais pas, peut-être que je suis trop bisounours, mais je me demande si on pourrait pas réfléchir à quelque chose d'un peu plus vertueux comme modèle. Enfin bref, je suis pas trop favorable pour ce genre de truc. Ils ont aussi un onglet qui s'appelle Buy Less, donc acheter moins. Et en gros, ils font défiler un petit film où ils disent que ils utilisent des matières recyclées, ils utilisent des matières biologiques, que d'un point de vue social, ils rémunèrent correctement leurs ouvriers qui travaillent dans de bonnes conditions, etc., etc., mais que nous, consommateurs, nous devons aussi acheter moins, et notamment nous poser la question de est-ce que j'en ai besoin ? C'est intéressant à faire passer comme message, moi c'est quelque chose que je vous dis souvent, sauf que moi en fait je ne vous vends rien. C'est peut-être effectivement intéressant comme message à avoir quand on est la place du vendeur et qu'on explique en fait aux gens n'achetez pas si vous n'en avez pas besoin. C'est vrai que quelque part c'est un risque d'éduquer le consommateur sur le fait que il faut qu'il arrête d'avoir une consommation effrénée et qu'il achète en conscience, de manière un peu plus raisonnable et surtout un peu plus sereine et détendue, qu'il prenne un peu plus le temps avant de directement dégainer la carte bleue. À propos de ça, d'ailleurs, sur inciter le consommateur à ne pas acheter, en 2011, pendant le Black Friday, ils avaient fait une campagne qui avait fait le tour du monde, où ils avaient mis une veste Patagonia en écrivant « N'achetez pas cette veste ». On est donc en 2011, donc on parle pas trop encore vraiment de modèles de la mode plus durable et éthique, vraiment c'est pas trop dans la tendance et dans l'air du temps. Et donc ça avait fait le tour de la planète parce que les gens avaient pris conscience, ça avait permis en fait de mettre un petit peu le focus sur le fait que il fallait peut-être pas acheter cette veste si on n'en avait pas besoin, et le fait que ce soit encore une fois une marque qui le dise, ça prenait tout son sens. Alors nous voilà sur le site, déjà ce que je remarque c'est qu'il y a écrit solde en haut, mais c'est marrant parce que ça ne clignote pas, parce que c'est écrit en blanc sur noir de manière tout à fait sobre, on pourrait presque ne pas le voir, c'est bizarre. On a presque peur de cliquer dessus et de savoir sur quoi on va tomber. Toute solde, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? Oui, on trouve bien des vêtements en solde, bon, qui sont pas, du coup, encore une fois, je note quand même cette volonté d'essayer de ne pas inciter à l'achat. Donc la première chose sur laquelle on arrive, c'est le Worn Wear Repair Tour. C'est le centre de Patagonia qui permet de conserver les équipements en bon état. Pourquoi prolonger la durée de vie du matériel ? Parce que la meilleure chose que nous puissions faire pour la planète est de réduire notre consommation et d'utiliser davantage les articles que nous possédons déjà. C'est pourquoi Patagonia fabrique du matériel de qualité optimale et le garantit pour la vie. Pour nous aider dans notre mission, apportez-nous votre vêtement préféré et le plus malmené, et nous le réparerons gratuitement, quelle que soit sa marque. Waouh! C'est vraiment chouette comme démarche de se positionner et de communiquer comme ça sur la durée du vêtement. Et on en parle aussi souvent ici, et notamment dans les vidéos décryptage, que le consommateur, en fait, une fois qu'il a fait rentrer ce vêtement chez lui, c'est de sa responsabilité aussi de le garder le plus longtemps possible. Donc évidemment, dans le fait de l'aimer le plus longtemps possible, d'essayer de le marier peut-être dans d'autres looks, etc., pour essayer de le garder longtemps, mais aussi d'en prendre soin, donc c'est-à-dire de le laver correctement, enfin d'en prendre soin, mais pourquoi pas aussi de le réparer quand ça va plus, quand il commence à être un peu déchiré. Proposer comme ça des services de couture gratuites et pour les vêtements Patagonia, mais aussi pour d'autres marques, je trouve ça vraiment cool. Et donc, par exemple, ils seront à Chamonix le 19 février. Est-ce qu'il y a d'autres dates en France comme ça ? Il y a des dates en Allemagne, en Italie, en Autriche, et il y a une autre date à Lyon, le 18 ou le 20 mars. Donc écoutez, si vous avez envie de faire partie du Worn Wear Repair Tour et d'aller voir Patagonia pour qu'il vous répare un vêtement, allez-y. Et ensuite on arrive là où ça nous intéresse, nous garantissons tous les produits que nous fabriquons, découvrez comment vos vêtements sont fabriqués, gardez votre équipement plus longtemps et nous reversons une partie de toutes nos ventes. Donc tout ça, on va se pencher là-dessus et on va voir un petit peu de quoi il nous cause. Alors, la garantie absolue, déjà, voilà qui est intéressant. Ça va nous permettre de faire un petit peu le pont avec leur engagement pour la durabilité du vêtement, faire en sorte qu'on puisse le garder longtemps et qu'ils viennent ensuite en plus le réparer gratuitement. Si vous n'êtes pas satisfait au moment de la réception ou si l'un de nos produits ne vous donne pas entière satisfaction, rapportez-le au magasin où vous l'avez acheté ou renvoyez-le à Patagonia pour toute réparation, remplacement ou remboursement.
nous vous offrons de réparer tout dommage dû à l'usure pour une somme modique. Alors pour ce qui est des retours, ça c'est la réglementation en France et peut-être même européenne, c'est-à-dire que si un produit, vous le commandez, il ne vous plaît pas, vous avez 14 jours ensuite pour le renvoyer, donc ça c'est une obligation de la part de toutes les marques qui vendent, donc au moins en France, donc rien de bien génial à ce niveau-là. En revanche, ce qu'ils expliquent, c'est que peu importe ce que vous avez fait à votre vêtement, si vous l'avez abîmé, ils pourront le réparer pour une somme modique. Information d'importance, les grandes marques, alors l'ultra fast fashion n'en parlons même pas, mais même la fast fashion, si vous achetez quelque chose et puis que vous leur renvoyez parce que ça ne vous plaît pas, ça arrive dans des grands centres logistiques de stockage, et bien souvent ça part directement au recyclage ou à l'incinération ou etc., etc. Bien souvent, en fait, ça coûte plus cher à la marque de remettre, parce que le vêtement que vous avez acheté, il va falloir le relaver, le reconditionner, le proposer en rayon, donc le remettre en stock. Bien souvent, ça va coûter plus cher à la marque de faire tout ça, plutôt que de se débarrasser du vêtement. Ça, c'est un truc dont on ne parle jamais. Il faudra peut-être un jour que je vous fasse une vidéo dédiée ou quelque chose pour alerter là-dessus. C'est évidemment pas systématique et ça ne concerne absolument pas toutes les marques, mais ce sont des pratiques qui se font. Donc on est évidemment bien loin d'avoir un petit service de réparation de vêtements à disposition pour répondre aux demandes des clients qui auraient, je sais pas, une petite déchirure quelque part, quoi. On est bien loin de tout ça dans la majorité du temps. Au lieu, par exemple, de prendre le parti de renvoyer un produit neuf, c'est-à-dire vous avez votre veste, vous l'avez déchirée là, vous la renvoyez, et combien de marques vont vous renvoyer un nouveau modèle, un truc flambant neuf, voire même le modèle au-dessus, combien de fois je l'ai vu ça, pour se faire passer pour un service client exemplaire. Donc on pourrait penser en fait que c'est génial, en fait, on a utilisé le truc, on l'a déchiré, il nous renvoie quelque chose de neuf, donc peut-être que potentiellement, en plus, dans notre esprit, on considère que c'est mieux, que c'est plus engageant finalement pour la marque, mais non, d'un point de vue responsabilité, et sociale et environnementale, c'est absolument génial de récupérer le vêtement qu'on vous envoie, de le réparer, c'est-à-dire en plus de donner du travail, encore une fois, à des gens qui sont là, qui vont le savoir-faire de réparer cette pièce. Enfin bref, je trouve ça génial. Découvrez comment vos vêtements sont fabriqués, voire notre empreinte. Tout ce que nous faisons a un impact sur la planète, en effet. Il y a beaucoup de choses dans cet onglet, ça ne m'étonne pas, je sais pas si vous vous souvenez du décryptage Veja de la dernière fois, mais c'était pareil, j'avais pas assez d'une seule vidéo pour qu'on puisse regarder tout ensemble. Donc on va aller regarder quelques petits points, notamment le premier, responsabilité environnementale. Nous avons élaboré des programmes forts de responsabilité environnementale et de bien-être animal pour nos processus de fabrication de matériaux et de produits. Allons voir ça parce que j'ai des petites choses à vous dire là-dessus que j'avais vu passer précédemment dans la presse. Nous avons utilisé 100% de duvet traçable. Est-ce qu'on peut cliquer là-dessus? Non, on peut pas cliquer là-dessus. Et pourtant, ça c'est intéressant. Je vais regarder si ils disent un peu plus de choses à ce sujet-là. Alors oui, il y a bien davantage d'explications. Je suis pareil assez impressionnée par la quantité de détails qu'il y a sur ce site. On peut tout creuser, vraiment on a l'impression que l'information, ils l'ont mis sur le site vraiment pour qu'on la trouve et pour que c'est un système à tiroir un petit peu, c'est-à-dire on nous informe qu'on utilise du duvet qui a été tracé, et puis ensuite, si nous en tant que consommateurs on a envie de creuser un petit peu cette question, de se dire mais ça a été tracé comment est-ce qu'ils s'y prennent, c'est un système à tiroir où on peut de plus en plus aller, je sais pas pourquoi je dis à tiroir, mais c'est plutôt de poupées gigognes ou d'oignons. On peut enlever petit à petit les couches et vraiment comprendre et avoir pas mal de détails. Ils expliquent en fait qu'ils ont mis en place un programme qui s'appelle le Global Traceable Down Standard et que c'est un programme qui permet d'avoir un duvet traçable qui est suivi pour garantir que les oiseaux n'ont pas été gavés ou plumés à vif, puisque Patagonia, ils sont notamment connus pour leurs doudounes, et l'isolation de leurs doudounes, elle est à base de plumes. Et si vous vous intéressez un petit peu à la cause animale, vous avez peut-être déjà entendu parler ou vu
des images, si vous êtes ce genre de personne à cliquer sur les liens des vidéos absolument atroces qui tournent sur internet. Moi personnellement, je n'ai jamais rien vu, je ne clique sur rien, mais pour autant, je ne porte pas de matière animale, mais chacun sa façon d'intégrer les messages. Et les dérives qu'il peut y avoir avec le duvet, donc ça peut être le duvet qu'on va retrouver dans sa couette, dans son oreiller, etc., mais donc également dans l'habillement, c'est que les canards, il me semble que c'est en majorité des canards qui ont des plumes, peuvent être déplumés à vif ou plongés dans de l'eau bouillante vivant, et on n'est pas forcément sur un procédé qui pourrait nous sembler naturel et logique eh bien c'est un canard qu'on va manger, donc on tue pour récupérer sa viande, et puis tant qu'à faire, on va récupérer les plumes pour s'en servir dans l'industrie de l'habillement. Non, ça se passe pas comme ça. En fait, on va élever des canards pour leurs plumes, et là, en fonction des usines et des endroits où ça se passe, ça va se passer plus ou moins bien et de manière plus ou moins éthique. En 2014, l'association américaine 4Paws a révélé, à la suite d'une enquête, des images d'un abattoir d'où provenaient en tout cas des plumes qui servaient à l'habillement chez Patagonia, des images que on n'a pas vraiment envie de voir, d'oies qui se font plumer à vif, donc vraiment éthique animale, zéro. C'est à la suite de ça qu'ils ont décidé d'adopter ce programme et d'avoir une réelle traçabilité de leur duvet, donc de vraiment savoir comment ça se passe au moment de récupérer ces plumes. Donc il faut quand même certains scandales pour que des choses se passent. Donc on a beau être sur une entreprise qui dès le départ pose ses valeurs en disant voilà, nous on va chercher à bien faire, voilà, il faut pas oublier qu'en fait en grandissant, forcément on perd de vue ce qui se passe sur notre chaîne de production, on perd de vue donc et notamment sur la matière première, hein. C'est tellement loin si vous voulez du produit fini, donc du produit qu'on va vendre, que on n'a pas forcément de vue dessus, et plus on est grand, plus il y a de fournisseurs, plus on va utiliser de matières différentes, et plus ça va être compliqué de tout identifier, de tout sourcer. Et donc même Patagonia, même avec la meilleure énergie du monde, vous voyez, ils sont faillibles, et quand il y a une association qui va faire une enquête, qu'est-ce qu'elle découvre? Le poteau rose, un abattoir dans de mauvaises conditions. Et ils ont eu le même scandale, je ne sais plus l'année, je vais vous checker ça. En 2015, l'année suivante, ils ont eu exactement le même problème avec l'association PETA qui a révélé des images d'abattoirs d'où ils tiraient la laine qu'ils utilisaient pour leurs vêtements, où là encore une fois l'éthique animale n'était pas du tout respectée, où on assistait à des images extrêmement cruelles d'abattage, où franchement il y a la description dans pas mal d'articles, encore une fois moi ça ne me donne absolument pas envie de voir ces images, mais bref, en tout cas, du coup ils sont faillibles, c'est-à-dire que même en faisant tous les efforts du monde, quand les associations vont creuser, encore une fois on en revient au travail des journalistes qui se rendent sur le terrain pour essayer de mieux comprendre comment les choses se passent, on tombe sur des trucs, et ensuite on tire des conséquences de ça. Ensuite, Patagonia, parce que ça, par contre, on peut pas leur enlever qu'à chaque fois qu'ils trempent dans un scandale, ils admettent leurs fautes, ils expriment leurs limites, et ils tirent des conclusions, des marches à suivre, et notamment avec la traçabilité du duvet, la traçabilité de la laine, et la mise en place de véritables programmes et d'efforts pour essayer de mieux sourcer tout ça. Donc voilà, il y a quand même des scandales qui tournent autour des matières, notamment d'origine animale, et même malgré tous les efforts, qui sont indéniables, sincèrement c'est indéniable quand on lit les communiqués de presse de Patagonia, moi je vous en listerai si vous voulez, si ça vous intéresse d'aller voir ça, mais vraiment je suis impressionnée par leur humilité face au scandale, c'est-à-dire vraiment ils sont dans l'acceptation, dans le ok, dans la constatation du fait, ok là c'est vrai on a merdé, on n'est pas allé jusqu'au bout de nos recherches, et maintenant on va essayer de se remonter les manches et de le faire. Donc ça c'est pour le côté matière d'origine animale. Il y a un truc absolument génial dans cet onglet, c'est qu'ils font un article pour chaque matière qu'ils utilisent. Déjà ce sur quoi ils communiquent, c'est que 100% du coton que nous cultivons pour nos vêtements est cultivé de manière biologique. Il faudrait peut-être voir ce qu'ils entendent encore une fois par coton biologique, est-ce que c'est un coton qui est certifié ou pas, comment est-ce qu'ils s'assurent de ça, donc ça voilà, c'est discutable. Ils ne font pas mention de label pour le coton en tout cas, donc on peut pas forcément savoir. Ce qu'ils précisent en tout cas, c'est qu'ils utilisent du coton 100% biologique depuis 1996, on est donc là, ça date quoi. Et ensuite ils ont commencé à introduire du coton recyclé, du coton en conversion,
Donc ça va concerner les agriculteurs qui ne font pas encore du coton bio, parce que pour faire du coton bio, il faut correspondre à un cahier des charges précis. Donc parfois pour certains agriculteurs, le fait de passer d'un champ de coton conventionnel à un champ de coton bio, ça va demander des années, donc pour eux il va y avoir un problème de rentabilité à un moment donné, et donc là ils utilisent aussi du coton en conversion, donc c'est ça, ils soutiennent en fait la conversion des agriculteurs, ça c'est vraiment une bonne chose, et ils utilisent aussi du coton pilote pour la certification Regenerative Organic, ça j'en ai déjà entendu parler. En fait ils sont l'un des membres fondateurs de l'organisme qui a créé ce Regenerative Organic Certified, qui permettrait de certifier des matières premières, et ce serait un petit peu du plus bio que bio, puisque ça viendrait certifier des cultures qui vont enrichir la terre et non pas l'appauvrir. Il est possible de faire du bio de manière intensive, il est possible de faire du bio et d'appauvrir les sols, c'est possible, hein, tout ça. Et donc là, c'est un label qui viendrait certifier des matières naturelles, notamment le coton et le chanvre, de façon à ce qu'elles soient vraiment cultivées dans le respect de l'environnement et de la terre. Et ça, c'est tellement intéressant. Ils ont vraiment, comme je vous dis, un article par matière, là notamment le polyester. Ils l'expliquent, hein, ils sont totalement transparents, donc c'est-à-dire ils le disent avec les mêmes mots que moi, c'est-à-dire que le polyester est une fibre synthétique dérivée du pétrole. Ils expliquent qu'ils utilisent du polyester dans la plupart de leurs produits, puisque là on parle de vêtements techniques et donc qui souvent vont nécessiter des matières synthétiques. Où en sommes-nous? Dans le cadre de nos efforts pour ne plus utiliser de tissus à base de pétrole, nous avons considérablement augmenté notre recours au polyester recyclé. Ils expliquent que leur objectif est de ne plus utiliser de polyester vierge d'ici 2025, ce serait en effet une bonne chose, mais encore une fois, quand on va parler de polyester recyclé, la fibre même, elle est jamais 100% recyclée. Il y a toujours en fait de la fibre vierge qui vient s'entremêler pour assurer la résistance. Mais bon voilà, c'est des compromis. Quand on cherche un matériau qui va être chaud, léger, qui va laisser glisser la pluie, qui ne va pas faire qu'on transpire à fond à l'intérieur, tout un tas de caractéristiques vraiment très techniques comme ça, forcément on se retrouve avec des fibres synthétiques. C'est un compromis qu'il faut prendre, et je trouve que ils le prennent plutôt pas mal avec cette histoire de le garder le plus longtemps possible, le réparer dès qu'il y en a besoin, et aussi ne pas l'acheter au départ si on n'en a pas besoin. Je trouve que le compromis, il est là en fait. Si on consomme ce genre de matière et de vêtements de manière responsable et raisonnée, encore une fois, il n'y a pas de problème. Sur les questions environnementales, ils ont aussi une position assez intéressante, puisque à partir de 1985, ils ont commencé à verser 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales. Et ils ont toujours appelé ça comme étant une taxe environnementale pour compenser l'utilisation de ressources, l'utilisation d'énergie, que vont nécessiter la fabrication des vêtements. Donc finalement, ce fameux 1% for the planet, que vous avez sans doute déjà entendu parler parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont membres, c'est à l'initiative de Patagonia. Ils ont donc commencé tout seuls dans leur coin à verser 1% de leur chiffre d'affaires, et en 2002, ils ont créé l'association 1% for the planet, où les marques peuvent être adhérentes et reverser elles aussi 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 marques qui font partie de cet asso, dans 91 pays différents, c'est quand même un sacré truc. Donc c'est une action concrète de Patagonia pour refléter leurs valeurs, je trouve. Je passe maintenant à l'onglet responsabilité sociale. Ils expliquent que 83% de leur gamme est confectionnée Fairtrade Certified. Bon, il reste 17%, du coup, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a 17% des vêtements qui sont fabriqués dans de mauvaises conditions ? Je ne sais pas. Après voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'il est très intéressant de nuancer et de discuter. J'en parlais récemment avec Ronan, qui est le fondateur d'une petite marque qui s'appelle Ngo Shoes, une petite marque de mode éthique qui fabrique au Vietnam. Et en fait il m'expliquait qu'en cherchant ses fournisseurs, il était un jour arrivé chez un petit fournisseur qui en fait avait transformé son salon en usine de production, et donc il employait je crois une quinzaine de personnes. Et quand Ronan lui a demandé un petit peu quelles étaient les conditions de travail de ses ouvriers, et notamment s'il leur payait la sécurité sociale, le mec, le patron, lui a dit non, moi j'aimerais bien, mais en fait je peux pas.
tant que j'ai pas suffisamment de commandes, ben moi j'ai pas suffisamment d'argent pour payer correctement ces gens, et pourtant j'aimerais leur offrir des conditions de travail super chouettes. Et donc à ce moment-là, ben, ça a fait un petit shift dans l'esprit de Ronan, il s'est dit, ben en fait si je travaille avec lui, au moins au début, ben les gens qui vont fabriquer mes vêtements, ils seront pas correctement rémunérés, ils seront pas dans des conditions idéales, et pourtant, bah si on fleurit, si on grandit, si ils grandissent, bah ça va leur permettre d'améliorer les conditions de travail en local, d'apporter de la richesse en local aussi. Enfin bref, tout est lié. Et donc, vous le savez, moi et ma nuance, j'en mets partout. C'est pas parce que une marque va aller travailler avec un petit atelier comme ça, tout pourri, que au final ça ne va pas apporter finalement du positif. Mais attention, là je parle de la petite marque Ngo Shoes, de Ronan le fondateur, qui s'est rendu lui-même dans cette usine, discuter avec le patron et qui en a tiré ces conclusions-là. Ce n'est évidemment pas ce qu'il se passe avec H&M lorsqu'ils cherchent leurs fournisseurs. Là ils vont chercher des fournisseurs qui sont capables de fabriquer des vêtements le plus vite possible et le moins cher possible. Et c'est pour ça que ça se répercute sur des conditions de travail inacceptables. Il y a vraiment deux démarches qui sont complètement différentes. Mais voilà, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête, c'est que parfois, simplement, il n'y a pas de label Fairtrade parce que la liberté, l'indépendance, le pouvoir économique, il est en train de se créer, il est en train de se développer. Voilà, ça peut peut-être enrichir votre champ de nuances, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête. Donc d'un point de vue global, Patagonia, qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils expliquent qu'ils essayent de mapper l'intégralité de leurs fournisseurs, donc c'est-à-dire sur toute la chaîne de production, donc on l'a compris, de la graine de coton jusque à l'atelier de confection. Donc ils essayent d'avoir tout ça dans le mapping, de tout sourcer, de savoir qui fait quoi, comment, pour éviter finalement qu'il y ait des gens qui souffrent sur la chaîne de production. Donc ils essayent, mais comme on l'a vu, quand on est grand comme ça, il y a toujours des failles. En 2020, lave-la-t-il pas que Patagonia figure sur la fameuse liste de la honte. C'est une liste qui a été édifiée par l'ONG australienne ASPI qui liste les marques qui seraient susceptibles d'utiliser du coton qui a été récolté et ou tissé dans la région du Xinjiang en Chine, là où sont retenus les Ouïghours. Donc lave-la-t-il pas que début 2020, Patagonia est accusée d'utiliser du coton ouïghour. Donc je peux vous dire que ça ébranle un petit peu le monde de la mode vertueuse et engagée, puisque quand une marque comme Patagonia, qui encore une fois fait énormément de choses, quand une marque comme ça se retrouve accusée de travailler avec une entreprise qui a recours au travail forcé des Ouïghours, ben ça fait mal. Je vous mettrai, si vous voulez, plein de ressources à ce sujet si vous avez envie d'aller lire, et notamment la réponse de Patagonia, qui, encore une fois, a assumé le truc. Suite à ça, ils ont assumé le truc, ils se sont excusés, et ils ont mis en place, en tout cas c'est ce qu'ils disent, un véritable programme pour mieux sourcer, encore mieux, leur chaîne de production. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est, je pense sincèrement que ils font pas mal d'efforts. Je pense que c'est pas que dans les mots, mais que ils sont pas infaillibles et c'est pas possible de l'être à cette envergure-là. Ça fait aussi écho à des faits que Patagonia eux-mêmes avaient révélés en 2011. En fait, forcément, en entreprise qui essaye de faire les choses bien, ils font des audits internes, c'est-à-dire que ils se rendent dans les usines de leurs partenaires pour voir de leurs yeux vus comment ça se passe là-bas. Et en fait, en enquêtant, donc en faisant ce travail finalement d'ONG ou de journaliste, ils se sont aperçus de pas mal de problèmes et de failles. Donc ils s'en sont aperçus et ils ont annoncé publiquement tous les problèmes qu'ils avaient détectés et qui avaient en fait un véritable effort à faire, justement, de sourcing, de mapping, et ça leur a permis en fait de montrer à quel point les marques de mode étaient complètement aveugles de tout ce qui se passait sur la chaîne de production et que dès qu'on commençait à fouiller un petit peu, enfin voilà, il fallait pas aller bien loin pour s'apercevoir de toutes les dérives. Ils se sont servis de ça, d'être totalement dans la transparence pour finalement impliquer, chercher en tout cas à impliquer les autres marques, donc leurs concurrents, à remettre un petit peu plus de responsabilité sur leurs épaules, parce que finalement elles se dédouanent complètement. En général, c'est le discours des marques, moi je sais avec quel fournisseur je travaille, ensuite eux, les contrats qui passent, ça me regarde pas, ça ne me regarde plus. Or c'est faux, ce sont des entreprises qui ont énormément de pouvoir sur leurs fournisseurs puisque ce sont des entreprises très puissantes, donc évidemment que la responsabilité de toute la chaîne de production doit reposer sur elles. Après, on l'a compris,
c'est pas facile. Bon punaise, je vais m'arrêter là, j'ai le cerveau en compote. Encore une fois, on était sur un site très fourni, j'ai essayé de ne vous extraire que le substrat finalement. Et j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des trucs encore une fois, que vous aurez agrandi votre cercle de nuances. Franchement, j'ai dit ça tout à l'heure, j'ai trouvé ça pas mal. Parce qu'on peut toujours être attiré par la facilité à penser noir ou blanc, mais en fait on se rend compte que la vérité, elle est toujours quelque part au milieu, et que plus on creuse le sujet, plus on s'aperçoit que la zone grise du milieu, elle est grosse. Et c'est pour ça qu'il faut pas se laisser dicter ses choix par les autres, c'est pour ça qu'il faut pas forcément faire confiance à une application qui va nous donner une note sur une marque, il faut choisir pour soi-même avec nos croyances, avec nos pourquoi, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est important pour moi de consommer de cette façon, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça, pourquoi est-ce que je considère que je vais le garder longtemps, pourquoi est-ce que j'ai envie de soutenir cette marque, bref, on est les seuls en fait à pouvoir répondre à ce genre de questions. Et c'est ça que j'espère vous transmettre avec les vidéos décryptage, c'est des outils, c'est de la matière, de la substance, de la nuance pour pouvoir faire vos propres choix. Sur ce, j'arrête de parler parce qu'en plus je n'ai plus de salive. Prenez un petit peu le relais en commentaire et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Patagonia, mais aussi à me dire quelles sont les marques que vous aimeriez que je décrypte la prochaine fois. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.